Salut! Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet passionnant et super important en Israël, l'association à but non lucratif, ce qu'on appelle aussi une Amouta. Pour tous ceux qui ont un projet social, culturel ou éducatif qui leur trotte dans la tête, ce qui suit est absolument essentiel. Alors, voilà le programme. On va commencer par la base, c'est quoi exactement une association, puis on passera au concret, comment on en crée une, comment ça se passe pour l'argent, et bien sûr qui contrôle tout ça. On verra aussi les règles à ne surtout pas oublier, pour finir sur ce qui rend cette structure si intéressante. Allez, c'est parti. Bon, première chose à comprendre, et c'est vraiment le cœur du réacteur. Une association, ça n'a pas de propriétaire. C'est ça qui change absolument tout. C'est ça la grande différence avec une entreprise. Une Amouta, c'est une entité juridique qui n'appartient à personne. Elle est gérée par des gens, oui, mais ces gens-là doivent rendre des comptes. À qui? Aux impôts, bien sûr, et à un organisme spécial du gouvernement, le Racham Hamoutot. Son unique objectif, c'est de servir une cause d'intérêt public. Quand on met les deux côte à côte, c'est flagrant. La société classique, son but, c'est de gagner de l'argent pour ses actionnaires. Point. L'association, elle, est là pour accomplir une mission. De l'art, du sport, de l'éducation, pour le bien commun. Du coup, la surveillance n'est pas du tout la même. D'un côté, on regarde les profits, de l'autre, on vérifie que la mission est bien respectée. Maintenant, le côté pratique. Comment on passe de l'idée à la réalité? Comment on monte cette fameuse association? En fait, on va voir que c'est assez direct. Et voilà la première super nouvelle. Pour se lancer, il ne faut que 2 personnes. Oui, juste 2 fondateurs, c'est tout. Ça veut dire que la barrière à l'entrée, elle est vraiment basse. Le processus se fait en 3 grandes étapes. D'abord, bien sûr, il faut trouver l'équipe fondatrice. Ensuite, la partie administrative. On dépose les papiers, on s'enregistre officiellement. Et pour finir, on met en place la structure financière, on ouvre un compte en banque, on s'enregistre aux impôts. Finalement, ça ressemble pas mal à la création d'une boîte classique sur ce point. Allez, on attaque le sujet qui intéresse souvent le plus, l'argent. Le nerf de la guerre, comme on dit. C'est là que la structure de l'association monte ses muscles et on va voir que c'est là que ça devient très intéressant. 0%. C'est le chiffre qu'il faut graver dans sa mémoire. Une association ne paye aucun impôt sur ses revenus. Que l'argent vienne de dons ou d'autres activités, c'est pareil. 0 impôt. Ça veut dire que 100% de ce qui rentre peut aller directement à la cause défendue. C'est énorme. Mais attention, petit bémol quand même, faut pas tout mélanger. 0 impôt sur le revenu, ça ne veut pas dire 0 taxe tout court. La citation le dit bien, dès qu'on commence à verser des salaires, l'association devient un employeur comme un autre. Et donc elle doit payer une taxe sur les salaires. C'est logique. Parlons maintenant d'un truc un peu technique mais ultra puissant, le Safe 46. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un statut fiscal spécial. En fait, l'avantage n'est pas directement pour l'association, mais c'est une arme redoutable pour convaincre les gens de donner de l'argent. Et voilà pourquoi. Quelqu'un qui fait un don à une association qui a ce fameux Safe 46 reçoit un crédit d'impôt de 35% sur le montant de son don. 35%. Autant dire que c'est un argument massif pour la collecte de fonds. Ça rend l'association beaucoup plus attractive pour les donateurs. Ok, une structure qui n'appartient à personne, qui a des avantages fiscaux importants. La question se pose tout de suite, mais qui surveille? Qui s'assure que l'argent est bien utilisé et que tout est frais dans les règles de l'art? Pour ça, il y a 2 grandes options. La première, c'est un comité de vérification interne. C'est la base. Mais la deuxième option est souvent la meilleure. Faire appel à un expert comptable. Pourquoi? Parce qu'il apporte un regard extérieur, indépendant. Il va s'assurer que la loi est respectée, analyser la santé financière de l'asso, et surtout, il ne subira aucune pression interne. C'est une vraie garantie de bonne gestion. Évidemment, tous ces avantages viennent avec des contreparties. Il y a des règles et des règles très strictes à respecter. C'est le prix à payer pour bénéficier de ce statut si particulier. Alors, quelles sont ces règles d'or? Il y en a 4 à retenir absolument. 1. Les directeurs, les membres du comité, sont bénévoles. Pas de salaire, pas d'avantage. 2. Si l'association se met à faire du commerce, cette activité-là, elle peut être taxée. 3. C'est la règle anti-népotisme. Les salaires versés à des proches des directeurs ne peuvent pas dépasser 10% de la masse salariale totale. Et enfin, un truc plus terre-à-terre, les banques sont souvent plus frileuses pour prêter de l'argent à une association. C'est bon à savoir. Bon, si on devait résumer, si on devait vraiment extraire l'essence de tout ça, l'intérêt de l'association repose sur 2 piliers financiers qui se complètent parfaitement. Et les voici. D'un côté, pour l'association elle-même, 0 impôt sur ses revenus. Ça veut dire une efficacité maximale. Chaque shekel qui rentre est un shekel qui sert la mission. De l'autre côté, pour ceux qui donnent de l'argent, le fameux crédit d'impôt de 35%. Ça, c'est l'incitation. On a donc un système où l'efficacité de l'un encourage la générosité des autres. Un vrai cercle vertueux. Au final, la question est là. On a une mission, un but à atteindre, mais aussi des règles très strictes.
C'est une structure hyper puissante pour porter un projet qui a du sens, mais ça demande de la rigueur et un engagement total. C'est une vraie aventure, mais une aventure qui, quand elle est bien menée, peut vraiment avoir un impact.